Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi pour l'ultime numéro de Taxi Presse cette semaine. Ce sera avec Fabrice Pétiesi, le patron du journal Libéral, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative, Loïc Lawson qui va nous rejoindre, c'est lui le patron du journal Flambeau des démocrates, et puis Tchaniao Arimiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Nous reviendrons naturellement sur la question de la réconciliation et l'étape de la purification entamée hier avec les prêtres traditionnels. Ça va s'enchaîner aujourd'hui avec les musulmans et puis demain avec les chrétiens. Dans l'opinion, chacun y va de son commentaire et le sujet semble même constituer une nouvelle pomme de discorde. Nous lancerons le débat là-dessus. Et puis Tipi, Atadam n'aura pas fini d'alimenter les conversations et les commentaires dans la presse. Un phénomène ou une chance pour l'opposition. Je poserai la question à mes confrères. Bienvenue. Mes confrères Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric, bonjour auditeurs, bonjour à tous les confrères au studio. Merci d'être avec nous ce matin. Tchaniao Arimiaou également, le patron du journal Nouvelle Opinion. Bonjour Tchaniao. Eric, bonjour à toutes les Togolaises et à tous les Togolais qui nous suivent et un grand coucou à nos frères musulmans qui aujourd'hui vont prier la Djouma. D'accord. Bonjour Fabrice Pétiesi. Bonjour et bonne journée de pluie. Oui, c'est vrai, ce temps-ci là, c'est quand même... Au quartier qui en a à Lomé. C'est vrai qu'il y a des gros nuages qui se forment encore actuellement. Mais bon, on prie que les quartiers qui sont permanemment inondés là, qu'il n'y ait pas de pluie à ce niveau. En tout cas, le temps que le reste là ne s'évapore déjà. Alors, Ferdinand, vous avez souhaité placer un mot sur une conférence, débat demain. Organisé par, je pense, le département de philosophie. Non, pas le département, non, une association. Une association, mais c'est pas trop loin de la philosophie quand même. Oui, c'est une association qui est pilotée par des universitaires qui existent depuis 20 ans, qu'on appelle le rameau de GC, qui organise souvent des conférences sur plusieurs thèmes. Chaque année, ils ont des conférences mensuelles, mais beaucoup de gens ne savent pas, mais avec des thèmes très intéressants. Moi j'ai déjà eu à assister à plusieurs de leurs conférences. Vous savez que dans nos pays aujourd'hui, il n'y a plus vraiment des endroits où on frotte les ménages, c'est beaucoup plus les bars. Il y a plus aujourd'hui d'églises que de cafés littéraires, que d'endroits où on peut réfléchir sur le devenir. Donc quand il y a ces genres d'initiatives qui sont des think tanks, il faut vraiment les encourager. Donc il y a une conférence demain au rameau de GC. C'est au centre de recherche et de développement en Afrique tropicale qui est 6e voie à droite après la pharmacie Yembla. Il y a un très bon cadre là-bas, studio et tout. Et sur le travail, je crois. Oui, le travail fait l'homme, c'est le thème. Avec invité... le travail fait l'homme, mais comment accéder au travail, c'est le thème. L'invité principal demain, c'est M. Amoussou Edmond. Oui. Je crois que c'est le directeur général de l'ANPE. Voilà, donc il viendra entretenir l'assistance, les gens pourront poser des questions et tout. C'est quand même des choses assez intéressantes qui se passent là-bas chaque mois. Et donc je voudrais... le professeur m'a demandé de faire une annonce, c'est le professeur Roger Folikwe qui est au département de philosophie. Voilà, c'est à ça que je voulais faire allusion en parlant de la philosophie tout à l'heure. Donc on rappelle juste que le rameau de GC organise une conférence débat demain samedi sur le thème « Le travail fait l'homme », mais comment accéder au travail. Ce thème qui sera donc développé par M. Edmond Amoussou, qui est le directeur général de l'ANPE. Il y a quelques pistes que les organisateurs ont données. Les demandeurs d'emploi au Togo, le chômage dans notre pays, les profils et les données. Le chômage est-il structurel ou conjoncturel? Cause du chômage dans notre pays, cause économique, cause politique. Ce sont des interrogations. Quelle politique d'emploi pour les jeunes au Togo? Et puis la formation et emploi et la croissance et emploi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot par rapport à cette conférence où on aborde... Oui, Fabrice? Oui, je crois que c'est quand même de très bonnes initiatives, surtout quand Ferdinand a parlé de café littéraire dont on n'entend plus parler. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que généralement, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui occupent aujourd'hui les gens, puisqu'il y a des débats à ce niveau. Mais je crois que c'est quand même des endroits où, enfin, des initiatives qu'il faut encourager.
Parce que parfois, quand vous y allez, vous voyez le niveau du débat et vous préférez vous taire et écouter, noter, que de prendre la parole pour peut-être divertir. Donc, je crois que ce genre d'initiative, il faut l'encourager. Et il y en avait qui le faisaient, surtout les cafés littéraires un peu vers Sarakawa. Oui. J'en ai assisté à certains. Mamavi à l'époque. Je crois que c'est quand même des initiatives, nous en appelons aux intellectuels de relancer ce type de débat-là. Pour que les gens se rendent compte. Mais en même temps, toute la difficulté, c'est que nos intellectuels ne parlent plus. Or, ce genre de débat, non, quand on sort, oui, bon, c'est vrai que nos intellectuels ne parlent plus parce que bon, on leur mène parfois la vie dure sur certains propos qu'ils auraient tenus. Mais quand ça sort un peu du cadre politique, je crois que il y a quand même beaucoup de matière à part la politique. Et par exemple, la thématique qui sera abordée demain, le travail, est une thématique d'actualité parce que quand on parle de travail aujourd'hui, je crois que ça touche tout le monde. Puisque même ceux qui ont du travail ont des problèmes parce qu'autour d'eux, il y en a plein qui n'en ont pas. Et donc, du coup, ceux qui ont un petit boulot, tout repose sur eux dans les familles. Et ce qui fait que l'épanouissement n'est pas vraiment là comme il se doit. Oui. C'est demain à 9h. Oui, demain à 9h, bien entendu. Demain à 9h. Tianyao? Non, bon, tout ce que je veux ajouter, c'est que l'orateur, celui qui va animer la conférence, on a dit que c'est M. Amoussou, oui, le directeur de l'ANPE. Et puis, vous savez, le recrutement au Togo, parce que c'est comme si on veut donner des secrets de l'embauche aux jeunes chômeurs ou leur montrer quelle voie emprunter pour pouvoir se caser quelque part. Mais vous savez, nous avons une réalité au Togo, on ne va pas se la cacher. Le recrutement au Togo, que ce soit dans les sociétés privées comme des sociétés para-État et même publiques, c'est de la fantaisie. Vous savez, ça se fait par filiation, tantôt par amitié. Et je pense que les conférenciers demain prendront compte et qu'ils essayeraient quand même de trouver la bonne formule. Parce qu'il y a des compétents qui traînent dans les rues, qui sont contraints à faire des émigrants, qui sont contraints à faire des petits jobs, alors que les gens peut-être qui n'en ont pas, qui n'ont pas du tout de compétences, parce qu'ils ont un cousin, ils ont un parent un peu bien placé, ils sont quand même embauchés. Et donc c'est des trucs qu'il faut que les conférenciers essayent de corriger et changer à ce que ça remonte, pour que demain, au Togo, on puisse quand même employer les bons au lieu de l'à peu près. Des médiocres, vous voulez dire. Ouais, bon, je ne vais pas dire médiocres, mais je dis à ceux qui bricolent et ceux qui font l'à peu près. Oui, ce sont des bricoleurs, donc des médiocres. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va aborder un autre sujet, et c'est le sujet principal ce matin. Ça concerne la question de la réconciliation et l'étape de la purification. Depuis plusieurs jours, on voit beaucoup de scènes finalement. D'abord, c'est Ashkrun qui a annoncé la purification. Et puis hier, on a vu les prêtres traditionnels, les prêtres vaudous, qui étaient à plusieurs endroits pour, disent-ils, purifier le Togo. Et donc dans l'opinion, beaucoup de commentaires. Et je sais pas ce que vous en pensez déjà, Fabrice Pétiesi, sur cette initiative. C'est pas aujourd'hui qu'on l'a annoncé, c'était dit bien avant. Oui, pourquoi ça crée autant d'émulation finalement dans l'opinion? Oui, la réprobation aussi chez certains de nos concitoyens. Oui, ben, je crois que quand vous prenez le processus de réconciliation depuis la CVJR, ça a toujours créé des polémiques. Hein. Même ça n'a pas été facile pour Monseigneur Bariga, les dépositions, tout ça. Là. Il y a eu des débats autour où les gens ont estimé que ça ne valait pas la peine. Et donc aujourd'hui, ce que le Ashkrun est en train de faire, ils ne l'ont pas inventé. Hein. Bon, même s'ils endossent tout ce qui est dit par rapport à cela, je crois que ça fait partie de ce qu'on appelle les recommandations de la CVJR. Maintenant, il faut le faire. Quelle est la portée de ces purifications? Moi, je dis tout simplement que tout est question de croyance. Il n'y a rien de cartésien, il n'y a rien de scientifique pour dire que une purification peut entraîner une réconciliation, ou bien peut entraîner. On ne peut pas le prouver, mais tout dépend de la foi, de la croyance de tout un chacun. C'est un peu comme les prières. Quelqu'un vous dira, vous avez un malade, quelqu'un vous dira prier. Oui. Vous ne pouvez pas lui dire que non, ça ne donnera rien. Bon, effectivement, vous pouvez prouver que ça ne donnera rien, mais tout dépend de celui qui croit par rapport à ce qu'il fait. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les purifications vont entraîner automatiquement la réconciliation. Mais il y en a qui croient que ça peut faire quelque chose. Et donc, toutes
congrégations religieuses se sont lancées dedans. Mais là où le bas, moi je suis un peu, s'il faut le dire, déçu. Oui. C'est le fait que les gens voient les prêtres traditionnels et bon, ils assimilent cela à du satanisme ou je ne sais quoi. Moi je crois que même si aujourd'hui, par le biais de la colonisation, on a pu s'accrocher à certaines religions, il ne faudrait pas qu'on oublie quand même qu'on vient de quelque part, hein, et tout ce que verser de l'eau, immoler les bêtes pour... Bon, certains peuvent trouver ça satanique parce qu'ils sont allés à l'école et on leur a appris comment prier, tout ça là et autres, mais il faut reconnaître quand même que dans nos cultures, ça existait pratiquement dans toutes les cultures. Maintenant, la question de croire ou pas, je crois que comme je l'ai déjà dit, c'est une question de foi. Alors, les catholiques feront leur messe, les protestants vont faire leur culte, les musulmans vont prier sans doute aujourd'hui, mais pourquoi trouver que peut-être l'immolation ou du moins la sortie des vaudous, assimiler ça à du satanisme? Bon, moi, c'est sur ce point-là que je ne suis pas d'accord, parce que faut pas jouer au civilisé entre griffes, en oubliant que toutes les civilisations se valent et que nous avons quand même également dans nos patrimoines culturels des pratiques similaires à ce qu'on a vu hier. Alors, ce matin, le confrère Forum de la semaine aussi a évoqué le sujet, nous rappelant juste que l'étape de la purification a été enclenchée hier. Ferdinand, vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, puisque vous parlez de pseudo-purification ce matin, et vous estimez que c'est d'ailleurs une escroquerie morale sous les tropiques, hein. Pourquoi vous dites tout ça? Oui, c'est une comédie, une triste comédie. Je vais vous raconter une petite histoire. J'en ai plusieurs, hein, mais je vais vous raconter une en commençant. Il y a 22 ans, j'étais allé chez un charlatan avec des amis. Vous-même? Oui. Non pas pour le consulter. Non, mais le charlatan était aussi propriétaire de terrain. Et il y avait un problème et on devait le voir. Et donc, quand nous sommes rendus chez le charlatan, il était en train de faire sa consultation, bizarrement. Et nous sommes arrivés chez lui, dans sa cour, et il avait un client. Donc, un de ses adeptes nous a dit d'attendre. Donc, nous sommes restés là à suivre la consultation qu'il faisait. Et donc, le client est venu de Lomé. Et le charlatan prend les coris et puis tous les éléments qu'ils utilisent, il fait les incantations, il évoque les esprits et tout ça, et il jette les coris et il sort un message et il donne au gars. Et le gars dit mais non, que ça là, il a déjà fait ça depuis, tout ça. Bon, le charlatan continue, il fait une deuxième fois, il sort encore un autre message, le gars répond aussi au message, et une troisième fois, il sort un message, il dit oui, que son oncle qu'il a élevé, tout ça là, depuis qu'il est mort, l'âme de son oncle se plaint qu'il ne lui a pas fait les grands funérailles, tout ça. Et le gars lui dit, mais il y a à peine 2 mois, lui il était au village avec 2 chèvres, tout ça là, pour faire les cérémonies. Et le charlatan pique une colère. Il pique une colère et il gronde le monsieur et il lui dit, mais il sait tout ça là, il est venu ici, qu'il n'a qu'à se taire là-bas, que c'est sa bouche là qui va le tuer. Et donc, nous, on s'est regardé et puis on a ri. Je parle de cette histoire plus ou moins prosaïque pour tomber sur le cinéma qu'on est en train de voir où des gens se lèvent, ils portent des tissus blancs, ce qu'on appelle chez nous un klala, ils mettent les djourous, tout ça, ils se mettent sur le corps quelques pommades là, et puis bon, ils vont à un carrefour, ils font des gymnastiques, et ils font croire aux gens que bon, ils font des cérémonies, tout ça. Tout ça, c'est de la comédie. En réalité, parce que quand on parle de purification, c'est un processus. Qu'on soit sur le plan scientifique, sur le plan religieux, c'est un processus. Si on veut partir de l'eau sale pour avoir l'eau pure, c'est un processus. Si on veut partir de l'or sale pour avoir de l'or raffiné, c'est un processus. Et sur le plan religieux, c'est aussi un processus. Et que vous preniez la Bible, que vous preniez le Coran, et je ne sais pas quoi, avant qu'on ne purifie quelque chose, il faut quand même tirer les responsabilités. Qui sont ceux qui ont commis ces actes-là pour qu'on procède à on est toujours à l'étape là chez vous? Bien évidemment. Non, c'est pas une question d'avancer. Bien évidemment, on est à cette étape-là. Parce que quand vous voyez les atrocités qu'on a commises dans ce pays, de part et d'autre, je dis de part et d'autre, il y a lieu de situer les responsabilités. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que moi, je suis à la maison.
qu'on est venu tuer quelqu'un chez moi, je ne sais pas qui a tué la personne, et puis demain on dit bon, prenez l'argent, l'affaire est terminée. Ça se passe où? Vous avez vu ça où? Moi je ne comprends pas. Quand moi je prends Awa Nana, est-ce qu'elle-même, la présidente du H-Crew, est-ce qu'elle-même, elle a fait une introspection pour voir les actes même, peut-être, ou bien ce qu'elle-même, elle a fait, ça a contribué à certains dégâts dans ce pays. Vous savez, en 1979, Awa Nana était juge. Déjà en 1979. On avait arrêté à l'époque deux Togolais, M. Randolph, qu'on a arrêté il n'y a pas longtemps, et M. Bemba Nabourema, sous prétexte qu'ils ont balancé des tracts contre le régime. On les a pris, on les a enfermés, battus tous les jours pendant 2 mois. On les a privés de douche pendant 2 mois. On les a torturés au fil électrique jusqu'à leur partie génitale. Le sang sortait de leur pénis pendant des années et pendant des mois. Et ces gens-là, on les a présentés au tribunal. Lorsque on devait les juger, qu'ils ont raconté leur mésaventure, comment ils ont été torturés dans les cellules, Awa Nana s'en est moquée. C'est elle qui était le juge. Et elle a condamné Randolph à 9 mois de prison. Ils sont combien à connaître cette histoire-là? 6 ans plus tard, on a repris les deux individus, les mêmes. Mais avant de prendre, comment l'appelle-t-on, Randolph et Nabourema, ils avaient déjà arrêté un certain Adoté Omer. Peut-être vous en avez entendu parler. Lui, on l'a pris la veille. Et on a inventé une histoire comme quoi il voulait déposer une bombe à l'aéroport. On le prend, on l'amène en cellule, on le torture à l'électricité. On casse des tessons de bouteilles. Écoutez-moi bien, on casse des tessons de bouteilles. On enfonce dans son anus. Vous imaginez? Et on le frappe et on le ventre. Même les intestins sont sortis. Ah bon, dans ce pays? Oui. Et il meurt en prison. Et donc on l'a pris la veille. Quand on a pris les autres le lendemain, ils sont allés le voir en prison. L'état dans lequel ils l'ont trouvé, il était déjà dans le coma. Il était déjà dans le coma. Et il meurt en prison. Il meurt en prison. On fait un cercueil. On met son corps dedans. On scelle le cercueil. Et on oblige la famille à l'enterrer sans ouvrir le cercueil. La famille ne savait même pas que c'est dans cet état que leur enfant était. C'est lorsque les autres sont sortis 5 mois de prison plus tard qu'ils ont décrit à la famille comment ils l'ont torturé. Donc, ces gens-là, ces exemples-là, je peux les multiplier à l'appel. Ces gens-là, ils sont là. Ceux qui ont fait ça sont là. Les enfants les enfants des défunts sont aussi là. Donc, on n'a pas situé les responsabilités et on se lève un matin, on va égorger quelques boucs là et quelques coqs. Et des gens qui n'ont rien à faire parce que ils sont dans les couvents depuis là, il n'y a plus rien parce que les églises ont tout pris. Donc eux aussi ils ont besoin de manger un peu, ils sortent. Non, on n'allait pas banaliser les choses comme ça. Non, je ne banalise pas, mais je dis la vérité. Mais je suis parti d'une histoire pour vous dire comment est-ce que dans ces histoires de fétichisme, il y a de l'escroquerie. Vous savez même quand les prêtres vaudous ils se bagarrent actuellement. On va l'évoquer tout à l'heure avec Loïc qui en a parlé hier dans son journal. Il y a une bagarre entre les prêtres vaudous. Certains disent que c'est eux qui sont habilités à faire, d'autres disent qu'ils ne sont pas habilités à faire. Pourquoi il y a bagarre? C'est parce qu'il y a l'argent. Donc, il faut qu'on arrête de nous divertir avec des choses comme ça. Tchenya Warimiao, le temps de saluer Loïc Lawson qui nous a rejoint. Bonjour Loïc. Bonjour Eric, bonjour aux amis. Merci de nous avoir rejoints. Tchenya, quel est votre commentaire par rapport à ce processus de purification tel qu'enclenché par l'autorité? Depuis que j'ai commencé par suivre ces scènes jusqu'à ce matin, je crois que j'arrive pas à réaliser ce qui se passe concrètement sur le territoire. Je ne réalise pas, sincèrement, parce que dans ce pays, il y a eu beaucoup d'atrocités. Vous avez vu, lorsque Ferdinand est en train de parler, il a donné quelques lignes, quelques exemples qui vont peut-être faire tiquer les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment. Et je crois que lorsqu'on veut purifier, on a tout simplement dit qu'on veut purifier le Togo. Oui. C'est vrai que le Togo est souillé, mais le Togo de lui-même ne s'est pas souillé. Il y a des acteurs qui ont souillé le Togo. De part et d'autre. Et de part et d'autre, que ce soit au rang de l'opposition, que ce soit au rang du pouvoir en place. Entre tout, pratiquement les ethnies, les gens se sont vexés. Et par rapport à ça, c'est normal qu'on aille quand même à purifier un pays souillé par quand même les siens. Et je crois que ce ne sont pas tous les Togolais qui ont souillé le Togo. Non. On connaît au moins, certains sont aujourd'hui au-delà de ce monde, mais il y en a qui vivent aujourd'hui. Si on veut se réconcilier, c'est comme aujourd'hui j'ai un problème personnel avec toi.
On ne peut pas aller faire des sacrifices dans la rue, dire qu'on est en train de purifier le pays, quand toi et moi, on ne s'est pas dit, Eric, à partir d'aujourd'hui, notre affaire est terminée et que ça vienne du fond de moi. Vous savez tout ce qu'on est en train de faire. Mais les gens souillés sont là, ils ne sont pas purifiés. Les acteurs... On est en train de purifier le Togo. Mais on purifie le Togo, mais si moi, je suis possédé, même à l'église, ça se fait. Ouais. Vous allez dans les églises charismatiques, on vous dit que quelqu'un est démoniaque, il est possédé, même dans la Bible, ça se voit. Quand vous voyez dans le Coran, il y a des trucs comme ça. Quelqu'un est possédé, c'est lui qu'on purifie d'abord. Parce que vous ne purifiez pas celui qui est possédé, il va contaminer les gens. S'il garde en lui les démons qui tuent, les démons qui créent la désolation, il va toujours reprendre. Alors, si des gens veulent... que la CVJ avait parlé de la garantie de non-répétition. Oui, mais la garantie, mais c'est trop facile. Qu'on dise qu'on donne une garantie, on dit qu'il y a garantie de non-répétition, mais moi je veux bien que quelqu'un dise, moi j'ai participé à faire telle atrocité. Et je demande pardon à tout le peuple togolais, à tous ceux-là, que j'ai pu quand même... Ce sera difficile quand même. Hein. Non, pas difficile. Mais attendez, alors là, les gens vont faire le compte. C'est-à-dire que, voilà, les bourreaux qui viennent, qui disent que, voilà, j'ai tué ton papa. Vous savez ce qui se passe? Oui, non, mais si les gens... Oui, écoute, ce que je voudrais dire, ou bien on veut réconcilier les Togolais, ou on ne veut pas le faire. Parce que si vous vous taisez, par exemple, quelqu'un, par exemple chez nous à Sokodé, si je connais par exemple quelqu'un qui a contribué à tuer un des miens, et aujourd'hui on va en faire une prière vendredi, on dit que bon, on a purifié, ciao, ciao, et puis tous les jours je vois la personne, je ne suis pas soulagé. Mais quand quelqu'un vous fait du mal, et il a le courage un beau matin de venir vous dire, mon frère, franchement, j'avais fait ceci sans le savoir. Je connais quelqu'un qui aujourd'hui se répand, mais je ne donne pas son nom. Il a participé à des choses horribles dans ce pays. Aujourd'hui, il se donne à la foi. Vous êtes avec lui en pleine causerie, il vous dit, ah, mais entre-temps, quand j'étais tel, j'avais fait tant. Quand j'étais tel, j'avais fait tant. Ça, c'est une repentance. Même quand il le dit, et que d'autres oreilles l'entendent, Dieu même met sa main là-dessus. Mais tous les moutons, tout le sang qu'on fait couler depuis cette semaine-là, où est-ce qu'on mange ces moutons-là? Tu veux en avoir? Non, mais je ne veux pas en avoir. Mais moi, je voudrais dire tout simplement que si on ne sait se prendre, cette histoire de purification va entraîner d'autres querelles. Pas même querelles. Vous avez dit tout à l'heure que les prêtres vaudous se bousculent déjà. Est-ce que c'est toutes les églises qui s'entendent pour faire? Vous allez voir, moi, je suis céleste. Je viens, j'ai dit, bon voilà, chez nous, quand on veut purifier, c'est comme ça se passe. Les célestes imposent leur désidérata aux autres églises. Vous allez voir, les catholiques vous diront, non, chez nous, quand on veut purifier, c'est une pagaille. Ceux qui ont été acteurs de quelque atrocité, il faut qu'on les déguste aujourd'hui. Il faut que ces gens-là, qu'on leur doit, puisque les gens les connaissent, qu'ils disent, non, mes frères, nous demandons pardon, on repart sur une nouvelle base. Mais avec la garantie que personne ne fera rien à l'autre. Puisque quand les gens étaient à la CVJR, tout le processus, tout ce qu'ils ont fait, on a cité des noms. Il y a des noms qui sont... Il y a un rapport. Oui, mais on connaît, les gens ont ce rapport où il y a des noms que certains tiennent aujourd'hui. Et si on ne sait se prendre, demain les gens vont vouloir même, après la purification, là, se venger. Puisque les acteurs sont là, ils circulent librement et qu'on a tué tout simplement des moutons qui n'ont rien servi finalement. Merci beaucoup à Tchania Raimiao. Loïc Lawson, vous, j'ai lu votre éditorial hier. Et ce qui est intéressant, c'est vous qui nous apportez l'information que là, dans les couvents, là, il n'y a que le feu aujourd'hui. Ils sont en train de se battre, c'est prêtre traditionnel. C'est une affaire de gros sous. C'est quoi cette histoire? On a parlé de purification du Togo, non? Non, mais oui, mais c'est une affaire de sous. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand tu vois les prêtres vaudous qui se battent, qui cherchent à égorger les moutons, ils sont contents, tout heureux. Et puis, on connaît aujourd'hui la moralité de tous nos prêtres vaudous. C'est ça. On le sait. Pas seulement les prêtres vaudous, oui. La moralité de tout ce qui est, de tous ceux qui sont les hommes de Dieu, qui sont censés nous accompagner vers la bonne voie. Ils sont tout le monde cherche l'argent, la facilité. C'est ça la vérité. Et on le sait. On le sait. Et quelques-uns, malgré ça, ont le courage de temps à autre de pondre des communiqués, de pondre des messages à l'endroit de la classe politique. Oui, on va l'évoquer tout à l'heure. C'est salutaire, que ce soit l'église catholique ou d'autres églises. Moi, je dis salutaire. Mais ce qui se passe, les confrères ont tout dit.
je ne vais pas trop insister. Je trouve qu'on est en train de s'amuser. C'est une autre comédie. On est en train de s'amuser en disant qu'on purifie le Togo. Et moi, j'ai peur que ce soit le contraire. Comment ça? Mais ce qui se passe, j'ai peur qu'on provoque, en voulant apaiser les âmes des ancêtres ou je ne sais pas quoi, qu'on les provoque. Parce que tu sais, Éric Gaton, on ne peut pas réinventer la roue au Togo. Le processus vérité, justice et réconciliation s'est passé dans plein de pays. On l'a vu. Et partout où ça s'est passé, on a connu des bourreaux qui ont dit ouvertement ou publiquement, se sont repentis pour dire oui, j'ai fait tel à tel moment, je demande pardon à telle famille, je l'ai fait. Et quand on dit bourreau, je veux qu'on soit clair ici. Parce que habituellement, on regarde dans un seul sens. Oui. Le sens de l'État, le sens de l'armée. Du pouvoir, si tu veux. Les bourreaux sont à tous les niveaux. Moi, j'ai vu comment on a descendu une maison en 2005 à Ablogame, la maison des musulmans. Je l'ai vu, il n'y avait pas un seul soldat dedans. Tout simplement parce que je crois qu'il y avait Aïchatou Mindaoudou du Niger qui était venu avec Tandia pour soutenir un peu ce qui s'est passé. Mais après, j'ai vu comment on a descendu une maison à étage. En 5 minutes, toute la maison est partie. Jusqu'à là où je te parle, la maison est en lambeaux. C'est pour dire que les bourreaux sont partout. Des jeunes qui ont fait ça, une enquête peut les retrouver. Oui. Et je mentis, ça se fait. Au Ghana récemment, quand on a brûlé un policier, on a vu une enquête à faire, on a retrouvé tous les jeunes qui ont fait ça et on les a punis. Oui. Donc c'est pour dire que les bourreaux sont dans tous les camps. Et on a fait un processus au cours duquel aucun, c'est-à-dire tout le monde est innocent. C'est la déception. C'est là où tout le travail... On a cité aussi l'armée qui est venue, qui a démenti tout ça. Manu Militari en plus, de quelle manière elle est venue? Tu te rappelles le temps avec lequel l'armée s'est incrustée pour venir lire son message. Oui. Donc, c'est ce qui a mis à l'eau le travail de Bariga. Bariga a fait un travail une symphonie inachevée, du genre. Parce qu'en off, quand tu l'approches, approchez-le, causez, vous allez voir. Causez, ou bien si vous ne pouvez pas causer avec lui, approchez certains qui étaient dans la commission. Ils sont conscients qu'ils ont fait des recommandations, qui à ce jour sont restés encore. On a fait blackout sur le document, parce que le document était en deux. Il y a en 3 volets, voilà. Il y a une partie qu'on a rendue publique et la partie la plus importante a été... On a coffré ça. On a coffré ça. Donc, tu vois, Bariga a fait un travail qui n'a pas été achevé parce qu'au Togo, tous on reconnaît qu'il y a eu des machettes, on a tué, les gens ont écrit, déjà frappé, mais tout le monde est innocent. Et tu crois qu'avec ça on peut réconcilier un pays? Eric, je voudrais juste placer un mot avant que Fabrice ne vienne. Je voudrais dire que si les Togolais nous écoutent, nous connaissons l'histoire du monde et l'histoire des religions. Au commencement, un peu partout, comme au Togo, c'était l'animisme. À chaque région, à chaque coin, son Dieu. Mais après, nous avons eu des religions importées, dont l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, quand vous allez dans tous les coins du Togo, si l'on ne vous dit que je suis musulman, il vous dit je suis chrétien. Chrétien convaincu. La plupart des Togolais raisonnent ainsi. Même s'il y a des bouddhistes, comme tu le dis, tout le monde dit quand même appartenir à une religion importée. Et toutes ces religions, toutes ces religions nous promettent quelque chose. Le paradis. Oui. Le paradis, c'est vrai, il y a un politique qui me dit que en politique, on est acteur pour récolter les fruits dans son vivant, de son vivant. Mais quand on parle de la religion, c'est après la mort que vous aurez à récolter ce que vous avez semé. Si tous les Togolais, si tel est que tout le monde se prend pour le religieux, je crois que ceux-là même qui sont bourreaux et qui ont été acteurs dans les faits que Loïc a cités, comme un peu partout sur le territoire, s'ils se reconnaissent d'une religion et qu'ils se disent attendre un paradis par rapport à ces religions, je crois qu'il leur revient eux-mêmes de se lever un beau jour et de dire nous voulons demander pardon aux Togolais. Et là, leur conscience va les soulager. Est soulagée. Et leur âme reposera quand ils vont partir au-delà. Fabrice, sur le sujet. Oui, je crois que Loïc... vous partagez l'avis des confrères. Je crois que Loïc a touché a touché un point sur lequel j'aimerais revenir, notamment la question des bourreaux et des victimes.
Mais sauf que là où le bas blesse, c'est qu'en réalité, le processus de réconciliation, quand on prend la justice transitionnelle, il y a des étapes. C'est-à-dire aujourd'hui, nous réclamons les bourreaux et les victimes et tout cela. En réalité, cette étape a été déjà franchie, mais sauf qu'elle n'a pas porté de fruits. C'est-à-dire, c'est au moment des dépositions que les gens devraient aller dire ce qu'ils ont pu faire. Et il n'y a que quelques rares, quand je prends des gens comme Maître Degli, qui ont au moins essayé d'avouer certaines choses. Sinon, malheureusement, tout le monde est allé dans la peau de victime. Et aujourd'hui, il y a des gens dont on cite les noms partout quand on veut parler de bureau, de bourreau, tout cela. Quand je prends par exemple l'exemple du Major Koulou, vous serez surpris qu'il sera indemnisé comme victime parce que lui aussi, il est allé faire des dépositions, on a descendu mon hôtel, on a cassé ma radio et tout cela. Donc ça a été ça la fausse note dans ce processus de réconciliation là, parce que tout le monde est allé en victime alors que les gens n'ont pas eu le courage d'assumer, à part quelques rares, dont Degli, dont on connaît un peu la déposition qui était quand même enrichissante. C'est ce qui est dommage. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas donner l'impression comme si c'est peut-être le H-Kroun qui n'a pas réussi. Il pouvait, Monseigneur Bariga ne peut pas forcer les gens à dire je suis coupable. Je suis coupable. C'est-à-dire, normalement, les choses devaient être faites de telle sorte que les gens se sentent rassurés pour aller avouer leurs crimes ou alors pour aller dire ce qu'ils ont subi. Fabrice, il faut que je dise quelque chose de très pertinent. C'est parce qu'on n'a pas fait les enquêtes avec du sérieux. Si on fait les enquêtes, si on a les résultats de ces enquêtes... Moi, l'ami Tchanyao confond la justice classique et la justice transitionnelle. La justice classique, et on l'a bien dit, la justice classique n'est pas mise de côté à cause du processus de réconciliation, non. Dans la justice traditionnelle, et comme on l'a vu en Afrique du Sud, c'est-à-dire le terrain est préparé. Refuse d'enrôler pas mal de dossiers. Oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est un autre plan. Je suis d'accord avec ce mais ce que je veux dire, c'est-à-dire il ne revenait pas à la CVJR de faire des enquêtes pour voir qui a commis quoi. Eux, ils étaient ouverts, ils préparent le terrain pour que les gens viennent dire quel crime j'ai commis. Mais maintenant, ça n'empêche pas à la justice classique également de faire son travail. Tu sais, pour aller dans ce sens, c'est que je comprends. Hein, on a 2 minutes avant la pause. Oui, par rapport à la CVJR, au fait, d'abord, le travail, il faut avouer qu'en amont, et les gens n'ont pas eu confiance. Voilà, ils n'ont pas adhéré, ils n'ont pas eu confiance pour aller faire des dépositions. Et tu sais pourquoi? Tu sais, c'est un peu complexe le problème. Parce que tu sais, habituellement, dans le pays que vous citiez, où il y a eu tout ça, l'histoire c'est que ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir au moment des faits qui ont organisé. Ça c'est un truc assez difficile, c'est là, je mets un peu le doigt dans la plaie parce que là on ne veut pas le dire. Habituellement, dans tous les pays où on a connu dans tous les pays où on a connu le système de justice transitionnelle, c'est quand il y a une alternance, quand quelqu'un arrive au pouvoir, au nom de l'apaisement, il ne vient pas faire de la chasse aux sorcières. Au nom de l'apaisement, qu'on crée la justice transitionnelle, et là, les gens viennent parler. Et là, tu dis, oui, j'ai vu tel monsieur, j'ai vu Tchanyao venir chez moi, venir violer telle personne, faire ci, faire ça, et de sortir. Pas violer quand même. Donc, dis que c'est Fabrice, tu as vu. Moi, je suis à l'Adi. Mais c'est ce que tu as vu. Moi, je suis à l'Adi. Non, bref. Donc, il y a ce côté qui est assez important. Mais ici, comme il s'est fait que et les gens n'ont pas adhéré comme c'était au départ, c'est le pouvoir en place qui l'organise encore. Mais Monseigneur Bariga a tenu tête. Il a voulu aller jusqu'au bout. Alors, au finish, personne n'a été coupable. Tout le monde était innocent. Alors, si tout le monde est innocent, on a dit, ça cause problème. On dit commission vérité. Donc, il n'y a jamais eu de vérité. Il n'y a pas de vérité si tout le monde est innocent. Vérité, justice, donc, réconciliation. Forcément, la réconciliation aura un coût. Mais d'emblée, c'est pour cela on doit avoir le courage. C'est pour cela il faut avoir le courage de reconnaître que ce que Awanana a fait avec l'H-Kroun, c'est la comédie. Et c'est pour ça, moi, quand Faure Simbe ne décaissait pas l'argent pour le soutenir quelque part, je me disais peut-être le président a compris que ce truc ne donnera rien. Bon, maintenant ils donnent de l'argent, c'est pour ça que dans à Bafilo, les gens cotisent. Hein. On a demandé au chef quartier de cotiser pour cette cérémonie. Où ça? À Bafilo. C'est une escroquerie. Quelqu'un m'a dit qu'on a demandé aux gens, j'ai des gens de Bafilo qui m'ont dit qu'on est en train de cotiser pour ça. Il faut vérifier. Très bien, messieurs. Alors, ce que moi je voulais... Il est l'heure. Je veux qu'on marque la pause.
le sujet là, on ne va pas le terminer comme cela. À la reprise, on reviendra sur le sujet avec Fabrice Petiesi, Tchania Warimiyahu, Loïc Lawson et Ferdinand Haïté. Deuxième partie de Taxi Presse avec Ferdinand Haïté, Fabrice Petiesi, Tchania Warimiyahu et Loïc Lawson. Fabrice, vous voulez placer un mot avant? Oui, juste un mot pour dire qu'en réalité, quand on prend les crimes commis depuis 1958 à 2005, c'est vrai qu'il y en a sur lesquels on ne peut plus rien faire. Par exemple, quand quelqu'un a perdu la vie, on ne peut plus le ressusciter. Mais quand même, il y a certaines injustices où on peut rétablir la justice. Par exemple, quand vous prenez sur le plan foncier, il y a des communautés ou des gens à qui on avait retiré ça peut être des signes quand même qui peuvent amener les gens à croire un peu au processus qui est en cours. Des gens qui ont été abusivement licenciés. Oui. Il y a plusieurs manières quand même de corriger certaines choses qui ont été faites. Mais il est aussi clair que devant certaines situations, c'est vrai que c'est un peu trop sadique de dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais ça en a l'air. Par exemple, des gens qui ont perdu la vie, c'est peut-être qu'on peut poser certains actes pour apaiser les cœurs. Mais on ne peut pas ramener la vie, ou alors si vous aviez perdu un bras, on ne peut pas vous ramener ce bras-là. Mais on peut quand même créer certaines conditions, certaines situations qui peuvent vous amener à un peu apaiser vos cœurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce sont ces signaux forts-là dont l'État doit vraiment faire attention pour qu'au moins au-delà de ce que les gens ont pu ressentir comme malaise durant toute cette période-là, qu'on puisse peut-être croire un peu à ce processus-là. Il faut des gestes. Parfait. Ferdinand Haïté, il y a un autre élément que vous évoquez dans ce processus, puisque vous parlez de la compromission du Conseil chrétien dans les rites anti-bibliques. Oui, avant d'en arriver là... Est-ce qu'il y a une compromission là-dedans? Oui, mais non, j'arrive. Avant d'en arriver là, je crois que de tout ce que nous disons, il faut essayer de serrer un peu les choses. Nous avons dit, de part et d'autre, il y a eu des atrocités. Et tout. Et que il y a des crimes qui relèvent de l'ordre politique. Il y a des crimes qui relèvent de l'ordre, comme Fabrice l'a dit, des conflits entre communautés, fonciers, tout ça. Mais la responsabilité d'un État qui veut amener ses citoyens à se réconcilier doit faire en sorte que les crimes d'État soient élucidés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, c'est le plus simple. Puisque les gens ont été face. Quand vous lisez le rapport des Nations Unies, le rapport du Tuting, je ne sais pas si beaucoup de gens ont lu ça, il faut lire ce rapport pour voir les détails dans ce rapport. Les gens ont dit comment on les a convoyés d'une localité à une autre pour venir commettre les crimes. Qui a fabriqué les gourdins? Qui a acheté les machettes? Les voitures de Sotoko qu'on a utilisées pour venir les entreposer? Donc, c'est des instruments de l'État qu'on a utilisés. C'est des gens qui ont commis ça. Et voyez-vous, même individuellement ou à travers des associations, les gens ont déposé plainte. Oui, au niveau dans certaines localités. Et l'État, par rapport à ces appareils, la justice a bloqué ces plaintes-là. Comment voulez-vous que des gens acceptent que les choses aillent normalement quand l'État lui-même devient un obstacle pour la manifestation de la vérité? Moi, on a tué quelqu'un dans ma famille, je vais déposer plainte pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. La justice refuse d'instruire ma plainte. Ça s'est passé à Amlamé, ça s'est passé à Néron, ça s'est passé dans le tribunal à Lomé. Et personne ne dit absolument rien. Donc, il y a fondamentalement un problème. Vous voyez, donc, quand on est à ces situations-là, on ne peut pas nous dire non, il faut fermer les yeux là-dessus, on n'a qu'à avancer. Maintenant, alors, vous parlez de la compromission au niveau du Conseil chrétien. Oui, sur les églises. Vous savez, de la croyance de tout un chacun. Hein. Oui, moi au niveau des chrétiens, ils croient que, bon, à leur niveau, ils peuvent purifier ce pays. Non. Les prêtres traditionnels aussi considèrent qu'à leur niveau, ils peuvent le faire. Non, vous savez, nous sommes dans... comment l'appelle-t-on? C'est Shakespeare qui disait que l'enfer est vide, tous les démons sont ici-bas. On a l'impression que le Togo, c'est aujourd'hui finalement un repère de tous les démons, où les gens même qui doivent porter la parole de Dieu ne disent plus la vérité. Et ça pose un problème. Parce que dans la Bible ou dans le Coran, je ne sais pas, dans n'importe quel livre religieux, il a dit, confessez vos péchés et vous serez pardonnés après. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Oui, mais en même temps, ça a des significations claires aussi. Oui, mais c'est comme ça. Donc, on ne peut pas enjamber une étape pour aller vers une autre étape. Donc, quand il y a des hommes de Dieu, excusez-moi, je n'aime pas trop ce terme parce que nous sommes tous des hommes de Dieu, quand il y a des religieux
qui banalisent ce genre de choses ou qui acceptent de jouer le jeu alors qu'ils savent pertinemment que ça c'est pas bon. Moi je dis il y a un souci. Tu veux du sectarisme? Non, je ne fais pas du sectarisme, je ne fais pas non plus de prédication eschatologique, tout ça, mais je dis ce qui est dans les livres que eux-mêmes ils enseignent à leurs fidèles. Si eux-mêmes ne sont pas conformes, ça pose un problème. Donc moi je dis, si on est bon pasteur, on est bon prêtre, je dis le prêtre en termes de catholique, ou on est un bon prêtre traditionnel, si on ne peut pas respecter à la lettre ce que la parole publique même dit, ou bien ce qu'on nous enseigne, il y a fondamentalement un problème. Donc moi, tout ça je le mets dans la rubrique de cette, cette chute de la morale dans le pays où même les autorités religieuses aujourd'hui ne sont plus les gens qui constituent un rempart pour les bonnes mœurs. Vous n'êtes pas d'accord, Louis? Non, oui, je suis sur ce plan. Louis, je vais d'accord. Une petite bémol. C'est pas que je suis d'accord, mais une petite bémol. Et une bémol. Le problème qui se passe, c'est ceci. Tu sais, pour que ce soit les églises, et comme le dit Ferdinand, même dans la Bible, et avant de te repentir, tu dois reconnaître tes péchés. Bon, c'est ça, non? Oui. Tu reconnais que j'ai mal fait. Donc, moi, la lecture que je fais de ce côté, c'est que peut-être l'Église considère que ceux qui initient tout ce qu'on est en train dont on est en train de discuter ici. Ils ont dit pardon au nom Non, pas dit. Implicitement, c'est une manière de reconnaître qu'on a mal fait et qu'on ne va plus le refaire. Et puis on ne sait pas s'il y a eu des confidences. Tu comprends? Des confessions. On ne sait pas. C'est-à-dire au niveau du sommet de l'État. Confession à qui? Mais l'Église, je la vois mal refusée. Tu sais, quand tu vas, même pécheur que nous sommes, tu demandes une messe, une prière, l'homme de Dieu ne refuse pas. Il doit le faire pour toi. Je crois que moi, c'est la lecture que je fais de la chose. Il ne refuse pas. Mais maintenant, l'homme de Dieu aussi doit être courageux. Quand il finit de prier pour toi, il te dit, ça là, ce n'est pas bon. Ça là, ne le fais pas. Et c'est à ce niveau que j'ai l'impression que le politique encore a trouvé la bonne formule. Il arrive à fermer la bouche de l'homme de Dieu. Parce que moi j'ai appris que... Ça arrive. Oui, j'ai appris que si je prends au niveau des pasteurs, ça existe. Au niveau de l'église catholique, ça existe. Aujourd'hui, au niveau de l'union musulmane, c'est la catastrophe. Eux là-bas, c'est la catastrophe. C'est le seul qui ne se prononce jamais. Parce que politiquement, eux, ils sont complètement embourbés. C'est une vérité aussi qui est là. Oui, mais on va pas généraliser. Non, mais quand les petits cadeaux... de l'AMT, c'est ça? Non, oui, de l'Union musulmane. Les petits cadeaux. C'est peut-être ceux qui sont à la tête, c'est pas tout le corps musulman. Je vais te dire, aujourd'hui, observe, je ne suis pas en train de minimiser nos évêques, mais observe un instant, parfois, je ne vais pas dire tous, les soutanes que portent certains évêques à Lomé. C'est très cher. C'est excessivement cher. Mais c'est pas eux qui ont payé. Qui leur offre ça? Allez-y chercher. Et qui vend ces soutanes? Mais ça vient pas à Lomé. On ne le trouve pas en Afrique, ça vient de Rome. Et à Rome même à Rome, c'est pas tout le monde qui peut aller dans la boutique. Moi j'ai suivi il y a les bienfaitrices, les bienfaiteurs. C'est ça, les bienfaitrices là. Et les bienfaiteurs. Ils sont de quel côté? On va pas quitter le débat. Il s'agit. Parce qu'en fait, ça conditionne les gens. Je suis désolé de le dire, mais ça conditionne les gens. Les gens, à un moment donné, je veux qu'ils finissent. Moi, quand je dis ça, une soutane, ça ne rend jamais pour un prêtre. C'est pas ça l'objectif. Moi, je dis, donc que ce soit de qualité ou non de qualité, les fidèles ne font pas attention. Par exemple, tu as une belle chemise. Moi, je suis en train de la voir. Mais quand je vais à l'église, la soutane du prêtre ne m'intéresse pas. Non, mais entre eux, les prêtres, ils se regardent. Oui, ils n'ont qu'à se regarder. Mais nous, on ne fait pas. D'accord, allez-y. Oui, je voulais dire une chose. Peut-être ici, moi, je suis d'accord. On peut faire des critiques. Encore 3 minutes sur le sujet, on passe à notre sujet. Faire des critiques aux initiateurs de la purification. Mais les exécutants, comme Loïc l'a dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis... Il n'en est pour rien, c'est ça? Il n'en est pour rien. Même un assassin peut aller demander une messe. On va la faire. Mais peut-être s'il va se confesser, peut-être le prêtre peut échanger. Voilà. Tout ce qui est de l'église catholique que je maîtrise. Mais on peut pas, et même s'il a des reproches à faire, c'est pas dans un micro, il va le dire. Voilà. Tout cela et autres. Mais
les vaudous également, et autres, que tu vas chez le charlatan, il te reçoit, même si tu es un tueur. Et donc aujourd'hui, on peut critiquer les initiateurs, mais les exécutants, c'est leur boulot. D'ailleurs, Dieu n'est pas venu pour les saints, mais il est venu pour les pécheurs. D'ailleurs, c'est comme ça, l'Église te dira qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour ceux qui font bien, mais ils sont là pour ceux qui font mal. Est-ce que vous comprenez ce message? C'est lourd le sens, mais on en parlera après. Vous lâchez un mot, on va passer à un autre sujet. Non, bon, moi j'ai pas de mots à ajouter, sauf que j'attire toujours l'attention des autorités de ce pays sur ce qui est en train de se passer, parce que je l'ai déjà dit, si on sait vraiment prendre garde, on peut finir de purifier le Togo et demain on va avoir affaire à des problèmes similaires. Et moi, ma crainte pour finir, hein, les carrefours qu'on est en train de souiller là, je ne sais pas si c'est positivement ou négativement, purifier là. Il ne faut pas qu'après on entend qu'il y a des morts tous les jours dans les carrefours là. Comment ça? Et puis moi, je voulais rebondir sur cet aspect pour au fait démontrer toute la mascarade qu'il y a derrière cette histoire-là. Les lieux là où on va faire les cérémonies là, où les gens prennent les balais pour taper, ils font un cercle, comme si on était dans un truc de pentacle là, et puis et ils sautent, ils font les trucs là. Qui a choisi ces lieux là? Ils disent que c'est les oracles. Quel oracle? Pourquoi ils ne sont pas allés purifier le frère au jardin? Pourquoi ils n'ont pas fait la purification au niveau de la colombe? Là-bas, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi? Il y a eu quoi la colombe? Mais eux-mêmes ils savent. Pourquoi ils ne sont pas allés faire les cérémonies de purification derrière le camp hérité, où chaque 12 janvier on fait des cérémonies pour renouveler des trucs là-bas? Pourquoi? Donc tout ça là, vous voyez que c'est une comédie et des gens qui ont envie. Mais si on citer des coins, on n'en finira pas. Hein. Oui, mais il y a des coins symboliques. Je ne sais pas s'il y a eu lieu au carrefour, par exemple, de l'idée presse d'Agouin. Oui, il y en a eu. Il y a eu des morts en 2005 là-bas. Mais il y a des endroits emblématiques. Il y a des endroits emblématiques. C'est pour ça que je dis les lieux de crime, il y en a plein. Mais quand tu vois tout ça, tu vois que bon, des gens. Mais non, c'est incroyable quoi. C'est-à-dire que l'image qu'on donne de ce pays, ça fait mal parce que quand les gens voient les Togolais, ils disent mais qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est quoi? Quelle image vous renvoyez du pays? Il y a des choses, si on veut les faire, on n'a qu'à les faire avec le bon sens et la raison. Au moins quand les gens vous voient, on dit oh vous les Togolais vous savez réfléchir. Mais ce qu'ils font là, c'est pas bon. L'autre sujet à aborder très rapidement, c'est par rapport donc à la sortie des pasteurs des églises méthodistes et évangéliques du Togo. Le week-end dernier, bon ça fait une semaine, vendredi dernier, ils ont sorti un message dans lequel ils sont clairs avec des constats bien entendu. Alors la question dans l'opinion aujourd'hui, pourquoi est-ce que les pasteurs des églises évangéliques méthodistes, pourquoi est-ce que la conférence des évêques du Togo ne va pas finalement au-delà de ces messages de constat? Quel est votre avis sur le sujet? Tu penses que ce qui font que les constats... Non, c'est pas moi. Je relève ce que l'opinion dit. Il prie aussi. Non, c'est-à-dire il faut... Bon, quand... Rappelle-toi de cette... C'est l'avant-dernière lettre des évêques. Oui. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit, même si c'est vrai que leur langage leur langage est assez philosophique. Il faut apprendre la patience déjà pour le lire, parce que c'est souvent très long. Oui. Mais ils ont tout dit. Et tu rappelles ce message, et chacun en a eu pour son compte, hein, dans ce message, que ce soit le pouvoir en place, tout comme l'opposition. Tout le monde en a eu pour son compte. Et moi, je me rappelle le jour, le message apparu, je ne sais plus, comme par exemple un vendredi comme ça, et le samedi, on s'est retrouvé par hasard à la résidence de l'ambassadeur de l'Union Européenne, où l'archevêque était venu. J'ai vu comment les gens ne le saluaient pas. J'ai vu de mes yeux. L'archevêque était arrivé à Mouzoukiapa, mais j'ai vu de mes yeux certaines personnes s'est dit l'ont boudé. Ils ne saluaient pas, ils l'ont boudé. Mais l'archevêque, j'ai vu ce que je t'ai dit, j'ai regardé avec les yeux du joie. Et après, moi, je l'ai approché pour dire, mais est-ce que, pourquoi il a constaté ça? Il dit oui, mais que lui, son message, il dit mon message, notre message, c'est adressé à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi un camp va se fâcher contre un autre. Je ne sais pas si il y a des caciques qui ne comprennent pas le fond du message et qui ont voulu le bouder. Le soir là. Et c'est presque le même message aujourd'hui. C'est presque le même message que l'église méthodiste. Oui, évangélique. La vérité, moi je dis, c'est l'Esprit Saint qui est en train d'agir. Et que la vérité. On y est. Nous y sommes vraiment. Je ne suis pas devenu pasteur, hein.
La vérité, allez-y. on ne la cache pas comme on dit longtemps. Elle jaillit toujours. On peut tourner, la caresser, mais elle finira par être dite. Oui, ce qui se passe, ce qui se dit, le constat aujourd'hui pour notre pays, le constat, c'est que à beaucoup de niveaux, il y a de laxisme. Oui, mais est-ce qu'il faut pas, beaucoup de niveaux, il y a le problème. Il ne faut pas quitter finalement l'étape des constats, excusez-moi. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire autre que le constat, Eric? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Qu'ils disent quoi? Comme nous, les pasteurs, ils ont leur rôle, le journaliste a son rôle. Nous dénonçons ceux qui volent tout le temps les deniers publics ici. Le pasteur ne viendra pas le dire, mais il constate que la route, qu'il n'y a pas de route dans les pays. Il va le dire. Par exemple, les cas des routes de Bocan est consommé. Nous, les journalistes, on ira jusqu'à dire, ben voilà, il y a eu tel montant qui a été débloqué, mais tel, il faut que le chef de l'État fasse partie de ces personnes. Le pasteur ne dira pas que le chef de l'État fasse partie. Le message, il ne l'adresse pas à des gens intelligents, entre guillemets. Ce n'est pas des bibés ou biberons. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui font la politique, c'est des gens assez sensés, ils comprennent. Maintenant, est-ce que le message est arrivé là où il doit arriver? Est-ce que là-bas, comment on l'interprète? À mon avis, les conseillers, qu'est-ce qu'ils disent des messages? Qu'est-ce qu'ils disent des messages? J'ai vu... Quel conseiller? Du chef de l'État. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font croire au chef de l'État? Est-ce qu'ils disent au président... On a appris qu'il y en a qui ne rencontrent jamais le chef de l'État. Est-ce qu'ils disent au président, ce message-là a été manipulé? Parce que parce que tel archevêque est de l'opposition, parce que il y a ça aussi. Est-ce qu'ils lui disent le message tel qu'il est? Le président de la République lui-même prend-il la peine de le lire comme nous on le lit du premier au dernier? Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il le lit? Il n'a même pas besoin de conseiller pour ça. Voilà. Donc maintenant, c'est à ce niveau qu'on peut tirer les bonnes leçons. Bien. Et un soir, pour finir, une anecdote, un soir, moi j'ai vu un responsable là-bas à la présidence. Oui, j'ai vu un responsable à la présidence comme ça là-bas qui disait, face à ce message des évêques, au lieu de dire on a tiré le son, il disait à un prêtre, mais en effet, oh, aidez-nous là, vous aussi ça là c'est trop fort, et au lieu de nous aider, vous faites sortir de trucs comme ça. Le prêtre aussi était à la présidence. Non, ça c'est pas à la présidence, chef. C'est hors de la présidence. Le prêtre est à l'église. Tu comprends, c'est hors de la présidence. Et moi, ce message, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non, mais le message, est-ce qu'il était mauvais en soi? Donc tu vois, les gens l'interprètent mal, au lieu de comprendre que le message n'est allé contre personne. Bien. Merci beaucoup Loïc. Oui, Fabrice. Non, moi je crois que d'abord déjà dénoncer c'est une bonne chose parce que tout le monde ne dénonce pas. Et justement quand vous prenez les évangéliques et les méthodistes, c'est l'une des rares fois qu'ils font une sortie comme ça. Bon, je crois que c'est... Mais pour ce qui est de l'église catholique, ce n'est pas propre au Togo. Quand vous consultez même l'histoire, vous allez voir que sur les grands phénomènes, que ce soit l'esclavage, la colonisation, l'église a toujours pris position. L'église a toujours pris une position. Et ce n'est pas seulement même les dénonciations, ils sont actifs sur le terrain. Quand on vous dit que ceux qui ont contribué, même si à l'origine aussi ils ont contribué au phénomène, pour l'enrayer, ils ont également contribué. Et généralement, l'église catholique, quand vous la prenez, la diplomatie de l'église catholique est très active sur le terrain. On a vu le rôle que Saint Didio a joué dans le cas du Togo. Donc, moi je crois que pour ce qui est de l'église catholique, ça ne se limite pas aux dénonciations, quelque chose est fait sur le terrain. C'est vrai qu'avec beaucoup plus de diplomatie, on ne le voit pas comme cela, mais l'église catholique s'est toujours comportée comme cela. Bon, maintenant, les évangéliques aussi commencent par sortir... pour ça, je le disais que c'est déjà une bonne chose de dénoncer parce qu'aujourd'hui, il y a ce débat-là pour dire oui, parfois l'église se mêle de la politique. C'est normal qu'elle se mêle de la politique parce que nous sommes aujourd'hui à un siècle où il ne suffit pas seulement de préparer les âmes pour le paradis. Il faudrait également que les gens sur cette terre aient également la paix. Et je crois que le paradis commence ici. Ça commence ici. Et je crois que sur ce point, l'église catholique l'a toujours fait. Alors maintenant, quel est l'impact de ça? Il y a un impact. Il y a un impact, même s'il y a une résistance à exécuter certaines recommandations de ces églises-là. Il y a un impact et dans la réalité, les gens ont quand même le courage de dire, même si on estime qu'on leur fait des cadeaux, les gens ont quand même le courage
d'approcher des prêtres et tout cela. Et puis maintenant, ce qui est de la confession, il y a une confidence qui entoure la confession. Bien entendu. On peut après globalement utiliser ça pour évangéliser les gens ou je sais pas, sensibiliser, mais on ne dira pas que tel est venu confesser tel ou tel mal. Bien. Ferdinand, non, moi, juste un mot là-dessus. Oui, moi j'ai dit, bon, les prêtres, les pasteurs sont dans leur rôle. D'ailleurs, s'il y a crise dans le pays, ils sont les premiers concernés parce que les fidèles, non, les fidèles qui souffrent de ça, ils voient les cotisations. Quand ça commence pas à chuter, ils savent que bon, dans le pays, ça ne va pas parce qu'ils vivent de ce que les fidèles donnent. Oui. Et moi, je suis parfois sévère avec eux parce que je dis, si les fidèles chrétiens que nous sommes ou les croyants en général, un jour décident de ne pas cotiser, parce que bon, les gens qui tournent tous les jours et à peine ils trouvent 1000 francs dans la journée, ils souffrent, il n'y a pas d'activité. Mais les gens voient l'église, on leur dit donnez des dîmes, faites ceci, il y a tout ça là, on leur arrache le peu qu'ils ont. Et je parle de toutes les églises, surtout aujourd'hui, beaucoup plus les églises réveillées, où on amène les gens, on dit oui, il faut cotiser, Dieu va faire quoi, et on dépouille la veuve et l'orphelin à l'église. Et le pasteur, lui, il a une veste de 150 000, une chaussure de 40, je sais pas. Et il va aux États-Unis, et puis après il vient, il dit non, il faut faire les veillées, tout ça là. Et donc je dis, c'est eux qui sont les premiers concernés. Quand les gens voient l'église ne cotise pas, ils savent que le pays va mal. Mais il faut... Donc vous les appelez à boycotter la cotisation? Non, je ne dis pas ça forcément, non, c'est pas ça que je dis, mais je fais une analyse. En période de paix, on cotise plus. Oui, donc moi je dis une chose. Ils ont intérêt à maintenir la paix. Il faut au-delà des messages, qu'ils parlent directement aux dirigeants. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que les églises méthodistes, les églises évangéliques, tout ça là, qu'ils demandent audience aux opposants, qu'ils demandent audience au président de la République pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe pour que le pays n'avance pas? Nous avons besoin que le pays avance. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le constat qui a été fait, s'ils voient le constat qui a été fait, les clignotants sont rouges. Les gens ne le disent pas souvent, mais à tous les niveaux, les clignotants sont rouges. Les Togolais ne peuvent même plus se soigner aujourd'hui. Les clignotants sont rouges. Donc, tous ceux qui ont de la lucidité doivent s'en inquiéter. Tous les clignotants sont rouges. Et avec le programme des FMI qui va commencer dans les jours qui viennent, on risque d'être frappé par l'ajustement structurel qu'on vient d'imposer à tous les pays de la CEMAC. Donc, on est dans une situation très difficile pour le pays. Et donc, moi, je pense que sur les questions de corruption, sur les questions de détournement que les pasteurs et les évêques ont évoquées, il faut arrêter les gens, il faut arrêter le phénomène. Parce que les dégâts de phénomène sont là, on voit ça tous les jours. Des chantiers qui sont à l'abandon, des gens qui s'enrichissent illicitement, des gens qui ont 10 maisons, des gens qui ont des voitures de 60 millions à Lomé ici, alors que vous avez à côté... Oui, alors que vous avez à côté des gens qui ne trouvent pas manger. Donc à un moment donné, il faut frapper dans le tas pour dissuader d'autres personnes. Nous ne disons pas que celui qui gère le pays arrête tous ses collaborateurs, mais à un moment donné, quand la corruption est trop forte, il faut sacrifier 2 personnes pour créer ce qu'on appelle l'onde de choc pour que les autres se calment au moins. Merci beaucoup, Ferdinand. C'est là qu'on va en chercher. Et puis on va passer à un petit. Tu peux proposer. Bon, moi, je voudrais ajouter tout simplement pour dire que les prêtres, les pasteurs, ils sont dans leur plein rôle de dénoncer tout ce qui se fait en mal dans le pays. Mais Ferdinand a dit quelque chose de très fondamental. Je crois qu'au lieu de se cacher derrière les dénonciations, il faut aller droit au but. Il faut s'adresser à toute la classe politique du pays, aussi bien au niveau de ceux qui tiennent les rênes du pays, et puis de l'autre côté de l'opposition, pour leur parler directement. Mais aussi et surtout, il faut aussi, quand on dénonce, il faut prier, puisque Loïc a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est en train de se manifester. Il faut prier pour que ces dirigeants, qu'ils comprennent le mal que le Togolais souffre. Il faut que le Saint-Esprit touche leur cœur, pour que ceux-là qui roulent les voitures de 60 millions, 80 millions, qu'ils comprennent qu'après tout, ils partiront laisser tout cela, mais qu'il faut, pendant qu'ils y sont, faire quelque chose pour le bien de ces vivants qui sont encore au Togo. Je sais que le problème du Togo, c'est la corruption. Parfois, quand les prêtres dénoncent, il y a des prêtres corrompus, il y a des pasteurs corrompus, il y a des imams corrompus. Mais je ne vais pas donner des noms. Qui ne peuvent pas... Je demande juste si vous les connaissez. Qui ne peuvent pas avoir le courage d'aller loin au-delà. Je n'en connais pas, mais je sais qu'il existe. Comment tu n'en connais pas? Écoute,
si j'en connais, écoute, il y en a plein dans le pays. Mais ne m'amenez pas à donner des noms. Non, je ne vais pas donner, mais j'ai dit que j'en connais plein. Si vous les connaissez. Je connais, mais je ne donnerai pas des noms ici. C'est par rapport à ça qu'il faut que les gens quand même soient responsables dans les actes qu'ils posent. On ne peut pas être imam et ne pas pouvoir dire une vérité là où il faut la dire. Parce que tout simplement, c'est de tel que je tire tel profit. On ne peut pas être pasteur et tirer des profits parallèles auprès des politiques. Et quand c'est comme ça, vous hypothéquez votre boulot, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus dire la vérité. On a parlé des soutanes que certains prêtres prennent. Vous pensez que s'il y a une délégation pour aller discuter avec ceux-là qui leur donnent les bons, les jolis soutanes, ils vont aller, ils ne vont pas pouvoir. Ils vont se limiter à faire des écrits, à sortir des dénonciations et puis là, ça s'arrête. Toi-même, Eric, tu as demandé tout à l'heure que pourquoi les gens ne vont pas au-delà. Moi, j'entends au-delà par la prière. Par le fait qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent. La non, mais écoutez, pas la parole. Plutôt derrière les prières, les gens se cachent. Écoute, moi, je vais vous donner un exemple. En 2007, l'église catholique a marché. Tu m'étouffes. L'église catholique a marché. J'ai dit qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Mais au-delà des dénonciations. Attendez. Donnez votre exemple. Oui, j'ai dit en 2005, par exemple. Lorsque on a considéré qu'il y a eu un coup d'État après la mort de Yassine Beyadema, l'église catholique et certaines églises ont marché. Je crois qu'au-delà de la dénonciation, c'est quand même une action. Non, mais ils ont marché pour demander quoi? Non, ils ont marché pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. Tout le monde a les archives aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, la prière c'est une bonne chose. Mais c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière les prières. Mais à l'église, on nous demande toujours de prier. Oui, mais de prier. Quand j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'au-delà des dénonciations, il faut prier. Et quand en 2005 l'église catholique a marché, et c'est parce que l'église a marché que pendant qu'elle a marché là, on est revenu en même temps à l'ordre. On est revenu. Non, ce n'est pas parce que l'église a marché. Ça fait partie. C'est pourquoi je voudrais dire que c'est la prière. Bon, généralement, on prie d'abord. On prie, on dénonce et on agit. Il faut dénoncer, prier. Et les cœurs vont se ramollir pour se donner à ce qui est réel. Louis, juste un mot. Ah, d'accord, très bien. Non, oui, non. Non, juste pour dire que moi, je pense que l'église et les hommes de Dieu font un boulot. Lui qui n'est pas loin d'être prêtre. Non. Apparemment, aujourd'hui là. Oui. J'en ai beaucoup qui sont amis. Ah, d'accord. Et ils font du bon boulot. Et ce qu'ils écrivent est assez important. Ils disent tout dans leur message. À mon avis, ils ne s'arrêtent pas qu'au constat. Ils disent tout. Et tu sais, on considère que quand tu es en face de quelqu'un qui est intelligent, quand tu veux lui faire des reproches, tu le lui fais, tu n'as pas besoin de... Tu le lui fais avec diplomatie, comme ils sont des grands diplomates, et la personne sait que là, il est en erreur. Et n'oublie pas que dans leur message, souvent au début du message, le message s'adresse aux hommes, aux femmes de bonne volonté, aux fils, et puis quoi de Dieu. Et n'oublie pas qu'à l'église, s'il te plaît, n'oublie pas qu'à l'église, on trouve les militants de Abbas Kaboua, on trouve les militants de Jean-Pierre Fabre, on trouve les militants de Titipi Adakpa, comment vous l'appelez, Achadam, on trouve les militants de Uni, Nicolas, tout le monde. Donc, le message aussi, c'est pour ça le message doit, parce que quelqu'un doit porter, parce que quelqu'un qui est dans le miel, et qui bénéficie de la corruption actuelle que nous dénonçons tous, quand lui aussi le prêtre parle tout le temps, c'est-à-dire c'est le batteur de la carotte. En s'adressant à lui, il s'adresse à lui, mais d'une manière assez, pas de manière assez violente, tu comprends? Même si d'autres partisans disent que Jésus, à un moment, s'est fâché, lui-même, quand il y a eu des ordres, il s'est fâché. Oui, mais je dis, il faut aller tout doucement. Merci beaucoup. Non, et on va finir là-dessus. Je ne voulais pas parler, mais quand Loïc parlait, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Je dis, mais et quand on dit qu'ils ne peuvent rien, il y a des choses qu'ils peuvent refuser, par exemple. Quand on parle de la corruption, moi je connais des paroisses dans cette ville qui ont été conçues par des gens corrompus. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Des gens qui ramassent des milliards et qui nous créent des dégâts. Je ne vais pas citer les paroisses, mais il y a plein de paroisses à Lomé ici. Il y a plein de paroisses à Lomé ici qui ont été construits. Des gens qui ont volé des milliards sont venus donner des millions pour qu'on construise ces paroisses-là. La justice togolaise n'a jamais condamné des gens. Attends. C'est un don. Attends. C'est comme ça. Non, moi. Tu fais une quête, on dit non, toi tu es voleur. Je prends le problème sur le plan moral.
Ils ne font pas de la quête, ils viennent de donner de l'argent à l'église. Ils achètent des voitures aux prêtres. Mais c'est des gens qui sont corrompus, qui nous créent des problèmes. C'est les gens qui ont pris l'argent des routes. C'est des gens qui ont pris l'argent des scanners. On ne juge pas. Non, c'est la Bible a dit de ne pas juger. Mais sur le plan de la morale, on connaît cette histoire du pape qui est allé à... le pape François non, cette grande formule qu'on utilise dans l'église à Canossa. Ah, oui. On connaît ça. À un moment donné, le pape a dû dire la vérité au roi. Oui. On connaît ça. Oui. Donc, à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Parce que les gens qui sont devant vous, quand ils viennent là, c'est eux qui sont assis devant à l'église, c'est eux qui prennent les bonnes places. Oui. On sait qu'ils sont des voleurs. Mais à un moment donné, il faut refuser leurs dons. Oui. Pour leur dire que ce que vous faites là, c'est pas bon. Oui. Mais attendez. Oui. Bon, non, on va passer à un sujet. C'est qu'il y a un dossier aussi intéressant à aborder ce matin. Il faut qu'on ait rapidement. Je vais revenir. Je voulais dire quelque chose. Non, je voulais dire quelque chose par rapport au propos que Loïc a tenu, le développement qu'il a eu à faire par rapport aux prêtres. C'est vrai, les prêtres ils jouent le bon rôle. Mais le débat n'est pas sur les prêtres en fait. Oui, non, sur les églises. Les religieux. Je parle des églises, les religieux. Ils jouent le bon rôle. Mais si vous dites qu'ils ont choisi de bons mots, ils écrivent avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie, ils l'ont fait une fois. Ça n'a rien donné. Ils sont aujourd'hui à la deuxième étape. Et si ça ne donne rien, c'est par rapport à ça que j'adhérais à ce que Ferdinand disait qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'ils aillent voir Fabre, qu'ils aillent voir Faure, qu'ils aillent voir le PM, qu'ils aillent voir les autres partis politiques pour leur dire qu'est-ce qui ne va pas. Et quand les gens vont les recevoir, tout ce que les gens diront, qu'ils reviennent maintenant restituer. Quand nous sommes allés, voilà celui-là nous a reçus, voilà celui-là qui nous a reçus, il nous a pris en voyou, il nous a dit des bêtises. Et là, le peuple prend acte et attend. Mais quand on écrit, on dénonce, et les gens ne font rien, et on range, et on revient écrire 2 ans après, c'est pas sérieux. D'accord, on va passer à un autre sujet. Ce qu'il dit est aussi, ce qu'il dit est important parce que tu sais... Oui, 45 secondes, Loïc. Tu sais, et quelqu'un m'expliquait, parce que je ne l'ai pas vécu directement, qu'un ministre du gouvernement actuel, très écouté, et entre 2 avions pratiquement tout le temps, lui disait, Robert Doucet, je ne sais pas. D'accord. Lui il pense il pense que telle que la situation est actuellement dans le pays, que seul, il a dit à son interlocuteur, qui est un diplomate, que seuls les évêques peuvent parler à l'autorité compétente pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'on freine certaines choses. Donc c'est pour te dire que même au sein du gouvernement, certains savent qu'il y a du désordre. Et ça, certains sont conscients, voilà, qui savent que les trucs, les clôtures sont rouges. Et ceux-là aussi sont conscients qu'il n'y a que les hommes de Dieu, les religieux, qui peuvent peut-être parler au président et lui dire la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est quoi? De lui dire que président, voilà ce qui se passe. Les populations viennent tout le temps vers nous. Voilà le vrai problème. Parce que les conseillers ne diront pas forcément les vrais problèmes. Et il dit tel qu'il connaît le chef de l'État, tel qu'il connaît le président. Moi je t'ai dit que les renseignements l'a fait attention à eux. Non, on ne va pas nous dire que le chef de l'État n'est pas au courant des problèmes des Togolais. Non, Fabrice, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, Fabrice? Je t'ai toujours dit que la fonction présidentielle à un moment dans ce pays, maintenant elle est sacralisée. Les gens s'organisent pour que tu ne pas. Toi en tant que Fabrice Pétési, tu peux demander à voir le président. En 48 heures, en 24 heures, on peut te recevoir, quel que soit son emploi du temps. Mais ton audience là, la fiche, on ne la verra même pas. La lettre que tu enverras, on ne la verra même pas. Tu sais de quoi je parle. Alors, c'est pour te dire que le président, beaucoup de choses lui sont cachées. Qu'on arrête de nous dire que le président est au courant de tout. Comment on lui raconte ça? C'est comment on lui raconte? Non, moi, c'est une excuse qui ne passe pas. Non, mais oui, c'est comment on le lui dit. On ne peut pas diriger un peuple, dire qu'on ignore. Non, comment on le lui dit? Non, attends, tu as vu sur les réseaux sociaux? Non, je vais venir. Pour contredire Fabrice. Eric, une seconde. Tu as vu sur les réseaux sociaux cette image de Fola Simbi à une conférence qui disait que Lomé, maintenant, quand tu viens, tout est bon. Oui. Vous avez vu? Non, c'était il y a longtemps. Ça, c'est le compte rendu qu'on lui a fait. C'est pas un compte rendu qu'on lui a fait. Non, Fort Yassingbe allait marcher sur la route du contournement à Aledjo.
Et à la fin, il a marché, je dis bien, il a marché. Ouais. Et à la fin, on a dit que c'est bon. Mais on est revenu des mois après, la route n'est pas bonne. Qui a dit c'est bon? Ah ben, les techniciens, non? L'un dit c'est bon, non? Sur le terrain. Voilà, c'est ça que j'appelle le mauvais conseil. C'est ça que je dis. Non, c'est pas une question de mauvais conseil. C'est-à-dire, il est allé, il a eu vent. Donc, vous le dites qu'il faut qu'il soit à l'écoute. Non, il a eu vent, il a eu vent, qu'il y a un problème au niveau de la route. Il est allé, il a marché. Oui. Mais il n'a pas découvert, il n'a pas technicien. Non, mais parce qu'il n'y a pas un technicien conseiller sérieux qui lui a dit que ça, ce n'est pas bien ce que tu vois. Dit que Fodjahibé a eu l'information. Il a eu l'information avant que. Mais quand il est allé et qu'on l'a camouflé. Non. On l'a camouflé. C'est pas comment l'a camouflé. C'est-à-dire. Oui, mais pourquoi il n'a pas un technicien expert capable de lui dire que cette route, à vue d'œil, nous en tant qu'experts, monsieur le président, c'est pas bon. C'est parce que ceux qui sont allés avec lui ont dit c'est bon. Lui, il a marché sur une route. C'est pas parce qu'il dit c'est bon qu'il a avalé que c'est bon. Il y a eu plusieurs routes faites au Togo en ce moment précis. Il n'est pas allé sur toutes les routes. S'il est allé là-bas, c'est qu'il a eu l'information actuellement, tout le Togo, c'est que... Je vais te donner des exemples. Dis-moi, l'affaire de route de Vaughan là. Tu vas me dire qu'il ne sait pas. Pas au courant? Non, mais oui, c'est à moi de te poser la question. Tu vas me dire qu'il ne sait pas que la route là n'est pas faite. Mais attends, il sait. Ça dépend de ce qu'on lui a dit. C'est maintenant qu'il est au courant. Non, il est Merci beaucoup. On va évoquer un autre sujet. On reste toujours en politique avec le cas Tikpi Achadam qui n'aura pas fini, n'est-ce pas, d'alimenter les conversations, les commentaires dans la presse. Tikpi Achadam, est-ce que c'est un phénomène? Est-ce qu'il faut toujours continuer à parler d'un phénomène ou c'est finalement une chance pour l'opposition? Non, mais il faut plutôt dire que c'est une chance pour l'opposition. Quand vous regardez toute l'opposition togolaise, vous allez voir que vous avez des chefs de parti qui sont pratiquement, d'autres sont vieux, d'autres sont pratiquement fatigués, d'autres ils ont essayé plusieurs stratégies, ça n'a pas marché pour eux. Vous allez constater que ces derniers mois, quand l'opposition tente de mobiliser, ça ne prend plus. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui plus est encore jeune et qui arrive à drainer des foules, à faire la démonstration de mobilisation, cela doit être en réalité une fierté pour l'opposition qui doit se donner l'espoir pour dire qu'il est encore possible de pouvoir faire quelque chose. Parce que tout pays a besoin des gens qui puissent quand même créer quand même le contrepoids par rapport au pouvoir en place. Et si on parle de contrepoids, c'est à travers ce que vous avez. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui ont des partis politiques qui sont résumés à eux, à leur ombre et à quelques membres de leur famille, entre eux tout simplement. Si aujourd'hui Tikpi est sorti, moi je me dis que l'opposition dans son ensemble doit quand même comprendre qu'elle a besoin quand même que des choses se passent comme ça pour pouvoir démontrer que au Togo, du sang neuf, oui, puisque tous ils ont essayé, ils ont fait ils ont démontré quand même ce qu'ils peuvent faire et beaucoup d'entre eux ont montré leurs limites. Aujourd'hui, si Tikpi vient, bon, pour le moment, on ne peut pas crier que c'est une grande victoire pour Tikpi. Moi, je me dis que Tikpi, le nom retentit un peu partout, dans presque toutes les préfectures. Vous faites un petit sondage, vous comprenez, les gens parlent de Tikpi, à Sokodé, la dernière fois à Goé, tout le monde a pu constater. Et on ne peut plus aujourd'hui dire que Tikpi c'est quelque chose qu'il faut minimiser, c'est un parti qu'il faut dire, oh non, laissez-le, il ne draine que non. S'il arrive à aller au-delà de ce que les gens voient aujourd'hui de lui, on peut dire que l'opposition quand même peut compter sur lui. Et avec lui, on peut faire beaucoup de choses. Fabrice Pétiesi, vous faisiez partie de ceux qui croient que Tikpi est un phénomène, que ça passera, non? Non, pas que ça passera. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce que tu as dit. Non, je n'ai pas dit ça. Allez-y. Quel commentaire? D'accord. J'ai bel et bien dit ici que par exemple quand on prend Sokodé où il avait fait un meeting, où il a fait le plein du stade, j'ai bel et bien dit qu'il y a eu très rarement de partis politiques qui ont réussi à soulever les foules à Sokodé, à part unir, et puis entre-temps l'UFC et aujourd'hui l'ANC qui se partagent les sièges au niveau de Sokodé. Et donc, c'est Loïc qui disait ce jour-là que c'est un phénomène qui se limite à Sokodé, qu'il fallait qu'il aille ailleurs. Alors maintenant, aujourd'hui, il est venu à Agoué. Aujourd'hui, il est venu à Agoué, il a fait le plein. Alors donc, moi, je ne fais pas de la politique fiction. Je crois qu'effectivement, il y a aujourd'hui des leaders politiques qui ne sont même pas capables de rassembler 3 personnes dans leur famille pour leur parler. Donc même si Tikpi mobilise... On ne va pas exagérer aussi. Non, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Même si aujourd'hui, quel que soit le débat qu'on fait pour dire il mobilise les siens et autres, c'est déjà bien de mobiliser les siens avant d'aller chasser ailleurs. Mais maintenant,
on attend, heureusement qu'on est à la veille d'une échéance électorale capitale. Je crois que c'est à ce niveau tout se joue. La présence à l'Assemblée nationale d'abord, et donc on verra quel résultat. Mais est-ce que c'est une chance pour l'opposition? Vous savez, aujourd'hui, nous avons une opposition qui n'est pas plus ou moins unie. Ils ne sont pas obligés de finir. Et donc, avant de faire face au pouvoir en place, je crois qu'il y a une guéguerre au sein de l'opposition pour le leadership. Vous avez vu Jean-Pierre Fabre, par exemple, à l'issue des législatives de 2013, je crois. Son premier ouf de soulagement, c'est d'avoir éclipsé Gilles-Christ Olympio. Même si on lui reprochait que le nombre de sièges a diminué, pour lui, c'est aujourd'hui lui le boss des boss au sein de l'opposition. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a une concurrence en cela. C'est pour cela, je ne sais pas si vraiment c'est une chance pour l'opposition, la personne de Tikpi Achadam, ou alors c'est une chance pour lui-même. De toutes les façons, aujourd'hui, il évolue seul, pas dans une alliance, mais on a toujours vu des alliances qui n'ont pas mobilisé ce que le monsieur a fait, par exemple, la dernière fois à Aguenivé. Maintenant, il reste à concrétiser ça dans les urnes. Loïc Colosson, sur le cas Tikpi Achadam. Non, je crois que c'est la chute. J'ai parti de la chute de Fabrice. Pour moi, on en a parlé, on a mis ça en manchette, on a parlé de lui, comme tous les journaux en parlent. J'attends qu'il y ait une élection pour voir, législative par exemple, pour voir si Tikpi arrive à par exemple déjà dans son fief, à se coder et qu'on sort dans la région centrale. Vous avez envie de dire, mobiliser c'est bon, mais qu'est-ce qu'on fait de la mobilisation, c'est ça? Parce que tu sais, on ne sait pas tous ceux qui vont pour aujourd'hui à ces meetings. Moi, je ne sais pas. Je sais que pour un sac de riz, quelqu'un peut changer d'avis. Aujourd'hui, nous sommes encore à ce niveau, sur le plan politique. Je sais que pour un t-shirt, quelqu'un peut changer d'avis. Et je ne sais pas, lui, quels sont ses moyens. Oui. Est-ce que les gens ont de la conviction dans ce qu'ils font? Les gens peuvent sortir pour aller suivre. Mais est-ce qu'ils ont de la conviction? Parce qu'en politique, c'est tout part de là, la conviction. Et quand tu as de la conviction, tu es incorruptible par rapport à tout ce qui peut t'arriver. C'est cela. Et n'oublie pas aussi qu'il est passé à un titan, un train, je ne sais pas, mais oui. Et n'oublie pas aussi que... Le train. Mais et le parti au pouvoir. Oui, d'accord. Ah oui. Et n'oublie pas aussi que, qu'on veut ou non, Tikpi, au niveau de l'opposition, moi, je n'ai pas encore entendu un avis. Je ne sais pas si c'est les journalistes qui n'ont pas encore posé de questions pour demander l'avis, en tout cas de certains, pour dire qu'est-ce que vous pensez du phénomène Tikpi. Ils font comme ils ne voient rien. Mais ils font comme ils ne voient rien. J'ai échangé justement avec un politique, un grand de ce pays, par rapport à Tikpi, il dit qu'il ne connaît pas. Il dit Tikpi, j'ai dit, mais Tikpi, le jeune, il dit qu'il ne connaît pas. Donc c'est une manière, et finalement, je vais dire que le combat contre Tikpi va même venir de l'opposition. Oui, comme il a démontré, les gens vont commencer par s'en méfier et c'est de là que le combat viendrait. Il y a un autre débat qui entoure le cas Tikpi. C'est dans la parole à Ferdinand Haïté. C'est que certains disent déjà que c'est un phénomène. Non, ce n'est pas un phénomène, c'est une lame de fond, on le voit bien. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour... c'est encore pire. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour travailler, c'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça. Non, tout ce qu'il fait, quand tu vois, il y a de la méthode, c'est un orateur, il est dense, il est organisé, et il sait où il va. Et pour le moment, quand moi je lis les discours de Tikpi Achadam, ou quand j'écoute ses meetings, il ne dit pas encore qu'il va aux élections. Il ne le dit pas, il l'a jamais dit. Et il pose juste deux revendications. Il retour dit, à la Constitution 92. Voilà, et le vote de la diaspora. Et que si ces deux choses ne sont pas satisfaites, il va falloir s'organiser pour que le pouvoir dégage. C'est ce qu'il dit. Vous voyez. Et donc, mais est-ce que c'est une chance pour l'opposition? A priori, oui. Si les gens ont l'intelligence nécessaire ou la stratégie de comprendre que sont la sanction sur la classe politique, dans la classe politique. Vous voulez dire que Tikpi Achadam veut renverser la table? Moi, je continue mon débat. C'est-à-dire que si les gens ont l'intelligence nécessaire de savoir comment ils vont composer avec lui. Parce que dans un cas ou dans l'autre, nous sommes des journalistes, mais on fait aussi des analyses. Dans un cas ou dans l'autre, ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal dans ce sens que le phénomène inquiète effectivement le pouvoir. Parce que le fait de mobiliser des gens, à Lomé ici, de faire un grand meeting de ce genre, mais dans l'opposition, il faut que les gens aient la lucidité de comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à rentrer en opposition avec ce monsieur. Au contraire, ils doivent se mettre ensemble. Pour la simple raison que, de par le passé, le pouvoir avait affaire à un seul front.
sur le plan populaire. C'est le front UFC. Quand j'ai dit que ça a basculé, c'est le front ANC. Aujourd'hui, le pouvoir est en face deux fronts populaires. Le front Tipi et le front ANC. Comment ils vont gérer ça? Parce que, de par le passé, quand on mettait la main sur le chef d'un front, toute l'opposition était grabataire. Donc, c'est une analyse que les laboratoires de l'opposition doivent faire, de telle sorte qu'ils ne rentrent pas dans des considérations de conflit avec lui. Surtout que le pouvoir aussi peut susciter des conflits entre eux. C'est la politique. Le pouvoir aussi, pour les mélanger, peut susciter des conflits entre eux. C'est pour ça que moi je dis, les gens doivent réfléchir. Et Tipi lui-même, on voit déjà sur les réseaux sociaux ce qu'on écrit sur lui. Il semble qu'il a créé un parti politico-islamiste. Bon, ça c'est des trucs que les gens font. Les réseaux sociaux ici. Oui, mais ça arrive. C'est ce que vantent les réseaux sociaux. Dès que vous commencez par inquiéter, on sort des choses incroyables sur vous pour vous discréditer en disant oui. Vous arrêtez. Que c'est Moqtada Sadr du Togo, vous avez Irak, que c'est Boko Haram et que bon, les gens qui sont dans son parti sont 99% musulmans. Comme si les musulmans ne sont pas des Togolais. Ou les gens qui vont avec Tipi aujourd'hui, ils étaient ailleurs hier. Tipi n'était pas là, ils étaient ailleurs hier. Soit ils étaient du parti au pouvoir, ou ils étaient de l'opposition. Mais qui rallient aujourd'hui un discours. Mais quand ces gens ont voté pour les autres avant, ils n'étaient pas des terroristes ou des musulmans. C'est parce qu'aujourd'hui ils ont rallié un autre, qu'on trouve que bon, ils sont des cotocolis, donc ils sont Non, donc il va falloir que dans la classe politique, on puisse analyser le cas Tipi avec beaucoup d'intelligence. Pour que ce travail titanesque qu'il est en train de faire là ne soit pas galvaudé par des gens pour des conflits de personnes. Moi, c'est ce que je peux dire. Et les deux, moi je souhaite vivement que les deux, s'il y a des gens capables de bonne volonté d'amener le rapprochement, c'est-à-dire comment vous appelez ça? L'union? Non, je ne veux pas une union, mais que les deux prélangues, c'est-à-dire les deux leaders aujourd'hui, que ce soit Tipi, Jean-Pierre Fabre, qui se parlent, parce que dans les deux camps aussi, déjà le mauvais conseiller commence à jouer le mauvais rôle. À dire à Fabre, ne l'appelle jamais, ne l'approche jamais. À dire à Tipi, si tu approches ce camp-là, tu seras détruit. Ça aussi, j'ai entendu ce message. C'est pour dire que si vous voulez faire quelque chose de bien, faites-le, et au nom du peuple, faites-le bien, en laissant vos orgueils de côté. Je voulais qu'on aborde un sujet, puisque le temps s'écoule complètement. La question de Kara avait été largement évoquée cette semaine. La question que j'ai posée aux confrères qui sont passés ici. Est-ce que, franchement, Kara est une cité interdite à l'opposition? Non, je ne crois pas que Kara soit... Vous avez travaillé sur le sujet cette semaine. Oui, je ne crois pas que Kara soit une cité interdite à l'opposition. Bon, maintenant, il y a eu des incidents regrettables par rapport au fait que certains leaders se sont plaints de l'interdiction de leurs manifestations par-ci ou par-là. Maintenant, il faut chercher à savoir quelles sont les origines. Pour ce qui est du dernier cas, en ce qui concerne le parti des Togolais, je crois que on a posé le problème d'un problème lié au respect du délai du dépôt de la déclaration de la manifestation qui devait avoir lieu. En tout cas, c'est la raison qu'avance la préfecture de la COSA. Et quand vous prenez également les courriers, vous constatez effectivement, je crois que là où il y a eu problème, c'est le jeu de mots sur le type de manifestation qui devait être... Je crois que le parti des Togolais voulait faire une réunion, une formation dans une salle, alors qu'apparemment on a mis manifestation et du côté de l'autorité, on croyait peut-être à un meeting dans les rues où il faut informer l'autorité 5 jours ouvrables avant. Je crois que c'est à ce niveau où tout s'est joué. Sinon, en période électorale, on a vu des gens avoir accès quand même à la ville de Kara pour leurs meetings et autres. Moi, je veux juste dire qu'il faut qu'on fasse chacun un effort pour que certaines localités ne soient pas tout le temps remises en cause pour des histoires de rien du tout. Au-delà du cas qui s'est passé, dont chacun donne les justifications, on a déjà vu les cas Bodiona. On a déjà vu le cas Tipi à Tchadam, quelqu'un qui rentrait chez lui pour les funérailles de son père. On le bloque à l'entrée sous prétexte que bon voilà, ça s'est passé comme ça et tout. Et puis après, Tipi qui allait à un meeting, là il a informé tout le monde, il a fait les meetings ailleurs, arrivé à Kara, c'est les soldats qui prennent le groupe électrogène et ils disparaissent avec. Et ces images-là ont fait le tour du monde. C'est pas sérieux. Donc à un moment donné, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité aux gens. C'est pas seulement en période électorale qu'il faut laisser les gens faire les activités politiques. En toute période, les gens peuvent
peut faire les activités politiques à condition qu'il respecte la loi. Ça, je suis d'accord. Mais que quelqu'un respecte la loi et qu'il veut venir faire un meeting, vous venez transporter son groupe électrogène et emporter. Oui, c'est ce qu'ils ont fait à Kara, c'est pas normal. Ou bien quelqu'un rentre chez lui pour faire les funérailles de son père, la population sort pour l'accueillir, on le bloque. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus dans le camp où il était hier. Quand les gens posent des actes comme ça, eux-mêmes, quand ils rentrent à la maison, et s'ils pensent un peu à l'image qu'ils renvoient de cette localité-là envers les autres localités, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, donc moi je pense que les autorités locales ou les autorités à un niveau plus élevé, il faut que chacun fasse un effort pour que, bon, quand il y a ce genre d'activité, qu'on gère les choses de façon civilisée et que, bon, même s'il y a quelques petits soucis, que les choses se gèrent pour qu'on ne mette pas, je sais pas, qu'on ne mette pas le doigt tout le temps sur une localité. Encore 2 minutes, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ce sujet, rapidement. Oui, bon, pour moi, c'est pour dire que ce qui est sûr aujourd'hui, il n'y a pas une loi quand même sortie par la municipalité de la COSA pour dire tel parti ou tel est interdit de manifester. Il n'y en a pas. Maintenant, sur le terrain, bon, quand on me parle du groupe qui a été emporté, bon, je veux la preuve pour savoir qui l'a emporté. Mais attends, Fabrice, tu n'as pas vu les militaires qui ont emporté le groupe? Bah, moi, j'ai pas vu. Ils ont pris le groupe comme ça et ils sont partis avec. Et donc, ce qui est sûr, même quand on doit interdire une manifestation quelque part, c'est pas les militaires qui l'interdisent. Très bien. Bon, moi, ça vient quand même d'un pouvoir qui est bien organisé. Bien donc, entendu. pour moi, si c'est les militaires qui ont emporté le groupe, ça fait partie de la délinquance. Donc, ça ne vient pas de l'autorité qui a habilité. Moi, je voudrais dire que à entendre les confrères par rapport à la COSA, il y a eu des faits que Ferdinand a relevé. Fabrice, même dans son propos, a dit qu'il y a eu peut-être des situations qu'on n'a pas pu expliquer. Et la dernière, au moins, elle a été élucidée. Tout le monde a donné les arguments. Le préfet même, la préfecture de la COSA s'est expliquée par rapport à ça. Et chacun a dû, en suivant les documents, comprendre ce qui a pu arriver pour que la situation soit ainsi. Donc, moi, je crois qu'il faut regarder le devant, puisque on a envie de faire croire qu'à Kara, on empêche des gens de faire tel. Donc, quand un parti politique a une activité à Kara, que le parti prenne les dispositions administratives idoines, qu'il prépare son courrier et qu'il soit dans le délai, qu'il envoie ça, et au cas où la situation se répétait, et là, ça peut rejaillir dans la masse et on peut dire qu'il y a matière. Donc pour le moment, je considère que l'événement avec le Parti des travailleurs, ça a passé, Togolais, ça a passé. Donc pour demain, il faut que les gens prennent vraiment de bonnes dispositions pour que la même situation ne se répète. Monsieur, merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Mais Ferdinand, qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture? Rapidement. Oh là là, c'est les histoires d'engrais. Ça pose un petit souci. Vous savez qu'on avait mis 1 milliard à la disposition des 2 sociétés de téléphonie mobile, Togocel et Move. Chacun a pris 500 millions dans la subvention des engrais. Donc les paysans devaient prendre les engrais par flouze ou timonet auprès des magasins de la Galia. Donc le bilan de l'année passée, c'est que les paysans vulnérables n'ont pas été tous atteints. Il y a Move a dépensé 99 millions, Togocel plus de un peu 100 millions. Donc il reste 800 millions. Et donc l'opération s'est soldée par un échec. Et donc le Trésor demande de ramener l'argent. Le ministère de l'Agriculture dit non, il faut reconduire ça. Ils ne veulent pas remettre l'argent. Et l'argent avec les sociétés de téléphonie mobile qui roulent sur ça. Et les gens se disent mais pourquoi on a mis l'argent à la disposition des sociétés? Au moins on aurait pu faire les opérations et envoyer une facture à l'État pour que l'État puisse payer. Donc les 400 millions par ici, 400 millions de l'autre sont actuellement dans les mains des sociétés. Voilà. Monsieur, merci beaucoup. Ferdinand Haïté, le patron du journal L'Alternative. Loïc Losson, le patron du journal Flambeau démocrate. Fabrice Pétiesi, le patron du journal Le Libéral. Et Tchénaouari Miaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. Nos programmes continuent. C'est la fin de Taxi Presse de cette semaine. Appelez-moi Eric Gator. À lundi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.